Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'Aigle. Je suis l'O2. Je suis Dark Jacket. Et je suis Mincat. Et ceci est le Weeblycast numéro 9, les cambrioleurs d'esprit. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la seconde histoire de la saison 6 de la série classique Doctor Who, The Mind Robber. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce podcast, ce mois-ci, on aura un résumé de l'Aigle, puis je vous parlerai moi-même de l'équipe de production et du cast. Le dossier de l'épisode sera intitulé La réalité et la fiction, présenté par l'O3. Nous aurons quelques trivia de Dark Jacket, puis les paramédias présentés par l'Aigle qui reviendra sur The Land of Fiction. Et enfin, nous donnerons tous notre avis sur cette histoire. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team ou sur le forum. Et sans plus attendre, entrons dans l'espace de l'imagination. L'Aigle, C'est à moi. Oui. Super. Donc, évidemment, il faut vous rafraîchir la mémoire. Je vais essayer de vous faire un résumé de The Mind Robber, ou les cambrioleurs d'esprit en français. Donc, on retrouve donc le docteur et ses amis qui, après avoir battu les Dominators, ou les hégémoniques en français, et déclenché une éruption volcanique, rien que ça, provoquent une panne dans son TARDIS. Un circuit qui pète. Comme quoi, ça lui arrive tout le temps. La dernière fois, c'était en Will in Space, je crois, il avait encore fait péter un circuit. Et ça le force à utiliser un système d'urgence qui le met hors de danger, mais hors de la réalité elle-même. Donc c'est peut-être un petit peu extrême. Et c'est là que le concept de Mind Robber commence vraiment. Ils atterrissent dans un vide blanc. Et pendant que le docteur répare son TARDIS qu'il a minutieusement détruit, Jamie et Zoé sont attirés vers l'extérieur par des hallucinations qui leur font croire qu'ils sont chez eux. Alors qu'ils sont dans des endroits très différents. Jamie vient d'Écosse, Zoé d'une sorte de roue spatiale très futuriste. Et là, ils se retrouvent confrontés à des sortes de robots blancs, donc rien à voir avec ce qui se trouve chez eux. Et le docteur réussit quand même à les ramener à l'intérieur, mais le TARDIS explose quand ils essayent de les faire revenir dans la réalité. Et les voilà éjectés et perdus dans le rien. Rien que ça. Ils passent par plusieurs étapes, assez fantastiques, assez mythologiques, en fait, plusieurs péripéties, littéralement, assez littéraires et fictives. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça The Land of Fiction. En fait, ils sont pas vraiment dans un espace de vide, ils sont dans The Land of Fiction. On y reviendra plusieurs fois dans le podcast, je pense, donc je vais passer pour l'instant. Par exemple, ils tombent dans une forêt où les arbres sont des lettres vues du dessus. Il y a un jeu et une suite d'énigmes, intraduisibles au passage. Donnez vos dons pour empêcher le suicide des traducteurs qui se sont penchés sur cet épisode, merci. Après cette suite d'énigmes, donc, le docteur retrouve Jamie, mais change son visage par accident. Je sais pas comment ça marche, en perso. Mais c'est-à-dire celui à qui ça n'est jamais arrivé lui lance un premier. Oui, voilà. Jamie est très très commun comme personne. Il y a un moment où. Mais c'est-à-dire que changer la tête d'un personnage pour renvoyer un docteur, ça commence à être une excuse qui commence à être un petit peu facile dans Doctor Who, n'est-ce pas? Non, mais ça se trouve, il a de la prosopagnosie. Ça se trouve, il reconnaît juste pas les visages. Et on l'a vu avec le 12e docteur qui a du mal à reconnaître les visages au début quand il s'est régénéré. C'est logique, c'est legit. C'est ça. Bien sûr. Bon, voilà, donc faudrait voir peut-être pas trop se répéter, rendez-nous William Hartnell quand même. Et après que toute l'équipe soit à nouveau réunie, ils rencontrent Lemuel Gulliver, à jamais dans nos cœurs, qui leur donne des soldats à taille humaine. Bah écoute, merci. Ils sont tendus à la fin de la forêt et se retrouvent face à plusieurs autres péripéties qu'ils doivent surmonter les unes après les autres. Des licornes, des créatures mythologiques telles que Méduse. Et la pétition pour le retour de Jamie a dû super bien marcher parce qu'après même pas un épisode, on retrouve notre Featherhine préféré, tout en forme, et donc un Jamie de retour à la normale. On retrouve des personnages et on en rencontre d'autres, dont un personnage de l'enfance de Zoé, un personnage de comics, si je me souviens bien. Une chose super intéressante parce qu'elle permet de développer un peu la culture littéraire de l'époque de Zoé, et on entre dans quelque chose d'un peu méta, qui est de créer des histoires dans les histoires. Mais encore une fois, je pense que ça va être redit
après dans le podcast, donc je vais pas forcément m'étendre là-dessus. Et donc cette créature s'appelle le Carcus, avec un K. Et alors, chose très drôle, au avec moment deux K. où... Oui, avec deux K. Et donc, chose très drôle, au moment où le docteur pourrait le battre, il fait la boulette de dire que tout ça n'est pas vrai, et que l'arme qu'il tient dans ses mains n'existe pas vraiment. Et du coup, elle disparaît. Je pense que c'est quand même un des moments les plus drôles de l'épisode, tout en étant essentiel dans l'intrigue et dans la continuité. Et du coup, ça permet à Zoé de nous faire découvrir ses talents incroyables en arts martiaux, car elle se met à soumettre littéralement le Carcus avec ses petits poings. Elle a un petit côté dominatrice là que... Il retrouve Jamie, font en sorte de se faire capturer, et là, il rencontre le maître. Quoi ? Tu veux dire que c'est là que la première fois qu'on voit le maître, le némésis du docteur ? Non, calme-toi. C'est juste un personnage qui s'appelle comme ça. 1 an ou 2 avant que le personnage du maître ne soit créé. Fan théorie, en fait, ce personnage, c'est le maître depuis le début. Non, tu te calmes. Ici, c'est un écrivain terrien qui leur soumet les mêmes tests que celui qu'il a vécu en arrivant. Donc c'est un personnage terrien qui se fait appeler le maître parce que c'est le maître de ce territoire. Ce n'est pas notre maître à nous. Voilà. Il devient vieux. Il n'y a qu'un seul maître. Mécréant. Il devient vieux et il a besoin du docteur pour le remplacer, pour gérer The Land of Fiction. Littéralement la terre des fictions ou la terre fictive, mais ça n'a pas forcément le même sens. Il refuse bien sûr, mais le maître lui tend un piège, car pour sauver ses amis, il doit devenir le maître à son tour. Voilà, etc. Bataille finale à base d'idées qui permet de créer des soldats et des armes pour se défendre. Donc, une utilisation très intéressante de tout ce qui est littéraire, fictif, donc de son propre concept. Le docteur débranche le maître du cerveau. Les robots détruisent le cerveau du maître. Ils retournent tous au TARDIS et tout revient à la normale. Et oui, mes amis, c'était The Mind Robber pour vous rappeler ce qui s'y était passé dans les grandes lignes. Maintenant que tout est à nouveau frais dans votre tête, je passe le micro à notre chef vénéré Nopoman qui va nous parler de l'équipe de production. Eh oui, je suis le chef vénéré. Alors, comme d'habitude, je vais me charger de cette partie avec délectation. Commençons par le scénario. Le scénario est écrit par Peter Ling. Peter Ling, c'est la seule histoire qui sera portée à l'écran de cet auteur. Il en a écrit également la novélisation. Il a également écrit une série qui n'a pas été produite pour l'écran, mais qui a été produite dans les Lost Stories de Big Finish, qui s'appelle Hexagora. C'est un script qu'il avait écrit pour la série dans les années 80. Donc je ne sais pas si vous l'avez écouté, l'Aigle, le 3, ça vous dit quelque chose ? Alors écoutez, non, j'ai pas encore écouté de Lost Story, mais Hexagora, comme ça me dit quelque chose. Donc c'est une Lost Story, est-ce que tu en sais un peu plus d'où est-ce qu'elle vient exactement ? Je n'en sais rien du tout. Je sais qu'elle est écrite par Peter Ling. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors, ça, hein. de ce que je vois, ça a l'air d'être une Lost Story sur 5e Docteur. Voilà. D'accord. Donc, Ouais, j'en ai encore écouté aucune. J'ai écouté Bon. celle du 6e Docteur, mais pas celle du 5e. Les Lost Stories. Écoutez, je commence Ah bah en même temps, le 6e Docteur, c'est quand même quelque chose d'assez dense. Donc du coup, ça se passe avec Tegan, Nyssa, donc ça doit se passer aux alentours de la saison 21, au début de la saison 21, je pense. Moi, je vous ai embauché parce que vous étiez censé être des spécialistes des paramédias. Je vois qu'à chaque fois, vous êtes incapable de répondre aux questions. Non mais ils ont un job et sur c'est les- un job et voilà, ils le font pas quoi. Qui va te voir le job. Sur les réseaux sociaux, hashtag démission l'Aigle le 3, on verra les retours des auditeurs. Donc, Peter Ling était... Eh, en attendant, je te réponds, mon gars. Oui, mais grâce à Wikipédia. Donc, il est connu pour avoir créé le soap qui s'appelle Crossroads, donc qui est assez, il me semble, être assez connu au Royaume-Uni. Et il a écrit des épisodes pour Chapeau melon et bottes de cuir. Et il a également écrit des chansons pour un groupe dont je n'ai pas noté parce que le groupe ne me dit rien. Eh, t'as un job, moi je dis Twitter, hashtag démission. Non mais c'est le chef qui a forcément raison. C'est chef, forcément raison. Il va falloir un nouveau chef bientôt, du coup. Il doit y avoir un veto. On n'a pas 10 sous la main non plus. Attention, nous disons ça avec vénération. Oui. C'est tant mieux. Derek Sherwin, donc pour revenir au scénariste, qui est non crédité, qui a scénarisé l'épisode 1, apparemment, mais on en parlera plus longuement dans le prochain Weeblycast, puisque c'est lui qui scénarisera l'histoire suivante. En tant que réalisateur, c'est David Maloney, qui a dirigé 7 autres épisodes de Doctor Who, et il a été assez critiqué plus tard parce qu'il a apporté un peu de violence dans la série.
Mais on y reviendra également en temps voulu. En particulier, il me semble, dans un épisode qui s'appelle The Deadly Assassin. Et Ouais, tout à il y a fait. un moment qui a été même censuré pour la sortie VHS. Et c'est le fait de ce brave David Mais Maloney. c'est drôle que dans. Oh, après, Pardon, vas-y. Ok, après ils censurent peut-être un peu n'importe quoi, hein, genre dans The Macra Terror ils ont censuré quand même des scènes où on voyait le Macra en soi et en fait tu sais c'est juste une sorte de grosse boule en plastique qui danse avec Polly. Je sais pas. Après, les critères de l'époque, peut-être. J'allais dire que en fait, à la réflexion, l'épisode là de Mind Robber est assez violent en fait quand j'y pense. Donc c'est pas par rapport à d'autres en fait. Donc je me dis finalement. C'est vrai qu'on tire les cheveux de réponse. C'est ça. Non, mais il y a la licorne, il y a. Il y a des gens qui disparaissent. Oui, ça c'est vrai qu'il y a cette histoire de La licorne, la méduse, qui Yeah. est aussi le Minotaure, je crois. Et c'est des Oui. trucs qui sont assez effrayants. Même le Carcus, il est assez violent aussi comme personnage. Mhm. T'as plein de trucs comme ça en fait. Je réalise où C'est pas effectivement t'as une rupture entre cet épisode-là et des épisodes précédents. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Donc, est-ce que j'en étais où, moi? Réalisateur. Oui, donc ce David Maloney a été également assistante de production pour The Rescue et quelques autres épisodes. Donc, The Rescue, c'est l'arrivée de Vicky en saison 3, si je ne m'abuse. Ça, ouais. Tout à fait. Alors The Rescue, non saison 2. Donc Vicky était déjà là. Oui, Elle saison était 2, déjà ouais, là saison pour. Oui, elle était déjà là pour. Ok, oui. qui est en passant le premier épisode que j'ai moi-même sous-titré. Je le tiens. Oh. Oh là là. Émotion. Bon. Ah, ça rajeunit Alors, pas. Hein. maintenant, larme. venons au casting, et là j'ai quelques petites pépites à vous Oh. partager. Hein. Ah, les pépites. Donc, commençons par The Master. Donc, le maître Emrys Jones c'est un acteur qui était marié à Anne Riddler, Qui s'appelle joue- Anne Énigme. Voilà, c'est lié. exactement, qui joue le docteur Gemma Corwin. Donc, Gemma Corwin qui est un personnage de Will in Space. C'est la docteur qui ausculte le docteur. Celle à qui le docteur dit qu'il s'appelle John Smith. Et celle qui se fait tuer dans un couloir, il me semble. D'accord. Will in Space. Rôle très important donc. Voilà. Bon, Ça fait un peu Non, Dr. ouais, Simpson, quand même, du quand coup. même. elle a son nom, c'est pas Elle a genre son- personnage du fond numéro 3. D'Artagnan et Lancelot sont joués par le même acteur qui s'appelle John Greenwood, qui était en fait un chorégraphe de combat. Carcus, joué par Christopher Robbie, il rejouera dans la saison 12. Et ensuite, on a quelques petits rôles. Alors, je vais peut-être commencer par un des plus importants, Gulliver, joué par Bernard Horsfall. Alors, lui, c'est assez étonnant. Il va rejouer en fin de saison dans un rôle que je ne vais pas vous dévoiler. Et il Alors va je te rattraper- préviens, je le spoilerai moi. Donc J'avais d'accord. prévu de le Tu peux spoiler dire le aussi, rôle donc qu'il joue. vas-y. tu peux dire ce qu'il joue. Vas-y. Bon, il jouera en fin de saison un Time Lord. Et ce Time Lord réapparaîtra en saison 10. Et il y a eu des fans des théories, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, qui expliqueraient que c'était le même personnage. Et ce qui a été en fait validé par un roman plus tard, qu'en effet le Time Lord. Mais oh, t'arrêtes un peu. fin de Tu saison. me marches dessus là. Voilà. Bon, bref. En plus, c'est même pas dans mes notes. Vous m'avez poussé à. Je t'ai juste poussé Donc, à cet dire, tu acteur, peux dire que c'est un joue, Time Lord. Il joue également dans un James Bond de 1969 qui est au service de Sa Majesté et dans Gandhi et Braveheart. Donc c'est un mec qui quand même a eu une carrière au cinéma plus tard. Bon, après je dis pas que c'est forcément des rôles de premier plan, mais quand même. Ensuite, dans les rôles un peu moins importants, on a donc un des Tuniques Rouges, ou non, le Tunique Rouge, il n'y en a qu'un seul. C'est Philip Ryan. Il joue dans plusieurs épisodes en étant non crédité, donc dans Power of the Dalek, il joue un ingénieur radio, un soldat dans Web of Fear, et également il réapparaîtra en saison 7. Dans les enfants, j'en ai noté une, c'est Sylvestra le Touzet, qui joue actuellement dans The Crown, dans Utopia, The Thick of It, Cloud Atlas, des sœurs Wachowski, et ainsi que d'autres. Elle a une carrière qui a bien fonctionné après ça. Alors je ne pourrais pas dire quel enfant c'est, évidemment. Le Minotaure est également un des soldats à ressort, sont joués par Richard Ayerson, qui va également apparaître dans cette saison. Qui c'est que j'ai noté d'autres? Les robots Telluride qui jouent un rôle de second plan dans Macra Terror, justement, dont on parlait il y a quelques instants. Ralph Carrigan qui joue également un robot, donc rôle de second plan dans Mythmakers, The Ark, Macra Terror. Un autre robot qui est joué par un certain John Atterbury qui jouera dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors attention, il joue un certain Phineas Nigellus Black qui est en fait un des portraits qui est animé dans le couloir. Je suis pas un grand lecteur de Harry Potter, donc je ne sais pas, mais c'est un des personnages qui est en portrait.
Et enfin, je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin, un des soldats ressorts est joué par Ian Hines, dont le nom de famille doit vous être familier, puisque c'est le frère de Fraser Hines qui joue Jamie. Et en effet, mais alors, la question, c'est pourquoi ne pas prendre Ian Hines quand tu remplaces Fraser Hines? Parce que Ian Hines jouait un soldat ressort, il n'a pas une palette d'émotions assez large pour pouvoir jouer tout. C'est pas ça, il pouvait pas rebondir comme il était à ressort. Oui. Non, peut-être que Ian Hines est blond, il fait 2m80, je ne sais pas, peut-être qu'il est complètement différent. Je sais pas, on est censé l'avoir vu, non? Sur le papier, ça sonne bien pour toi. Il est sous un masque, alors c'est un peu compliqué. Et donc en fait, pourquoi il joue dans cet épisode, c'est parce que il a aidé à la carrière de son frère, et donc Fraser lui a retourné l'ascenseur, et pour qu'il lui a dégoté plusieurs rôles, dont celui-ci, ainsi qu'il joue un garde dans Enemy of the World. C'est vrai, ça a beaucoup lancé sa carrière. C'est dingue. Et il a enregistré un CD, alors ça je suis tombé des nues quand j'ai vu ça. Il a produit un CD qui s'appelle The Marvel World of Icarus, et qui parle des héros Marvel, et 2 pistes de ce CD ont été coécrites avec Stan Lee, et les intérieurs de la pochette du CD ont été dessinés par Barry Windsor Smith. C'est putain la classe. Voilà. Donc ça c'est un peu pour les fans de comics, voilà. Là ils se font dessus là. Ouais, j'avoue, là j'ai lâché une série de petits paix comme ça. Donc les fans de comics sont un continent d'après avec l'émotion, Et maintenant, l'O3 va nous parler d'un sujet qui est très précis, la réalité et la fiction. C'est parti. Ça. Exactement, bienvenue. Donc, mais d'abord, avant de parler de ça, je vais parler un petit peu de l'épisode en lui-même, une petite analyse. Donc l'épisode commence dans la première partie se passe dans une pièce blanche, ce qui est forcément le syndrome de la page blanche. On nous rapporte ce côté, l'imagination, le monde, la fiction, tout a toujours commencé par une page blanche à remplir. Et il y a ce côté-là dans cet épisode que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a toutes les créatures mythologiques qui se succèdent. On commence avec les sirènes, avec les robots qui jouent un peu le rôle des sirènes, qui essaient d'attirer le groupe dehors avec des images du passé, etc. Mais il y a aussi énormément de phénomènes méta dans cet épisode. Je veux dire, le plus évident, c'est Jimmy qui monte, comme tu l'as dit tout à l'heure, en haut d'un arbre et qui se rend compte que la forêt est constituée entièrement de mots. Et ne serait-ce pas là le personnage qui simplement sortirait sa tête du scénario et verrait les mots en disant tiens, le personnage de fiction serait en train de lire le scénario. C'est ce qui se passe, c'est ce qui pourrait se passer. C'est une de la même manière qu'il lit le scénario qu'il lit ce qui se passe quand le docteur et Zoé sont en train de se battre avec le Minotaure. Bon, attendez les gars, je vais à la fin, je vais voir comment on sort d'ici, je reviens. C'est ça. De la même façon que Jimmy et Zoé qui sont enfermés dans un livre, n'est-ce pas là le symbole même? Un livre qui est en français en plus. J'ai pas noté le titre. Ah si, c'est un livre qui est en français, je m'en rappelle très bien. Tu peux continuer. Et après il y a toute cette lutte, je veux dire on l'a tous fait gamin. Ah tu prends Sangoku, moi je vais t'envoyer Superman dans la gueule. Il y a ce côté avec le docteur et le maître qui se lancent un duel de personnages. Ah voilà D'Artagnan, ah voilà Cyrano, voilà Lancelot. C'est un rêve de gosse. Et puis, il y a quand même une question fondamentale à la base de cet épisode, une scène poignante où Zoé doit essayer d'admettre que son personnage, Cracus, donc, n'existe pas. C'est fort quand même, de se rendre compte, on n'arrive pas à le dire. Par exemple, moi c'est Rocky. Rocky Balboa, c'est un personnage qui a toujours existé. Non mais il existe. C'est Sylvester, c'est Stallone, il existe, t'inquiète pas. Il est juste un nom de scène. Moi c'est l'O3, j'arrive pas à me dire que l'O3 n'existe pas. C'est pas des mal. Et moi justement, j'arrive pas à imaginer qu'il existe alors. Ouais, mais ça fait un choc. Et puis vous vous dites peut-être qu'à la fin, tout ce qui restera de nous, ce ne seront que des histoires. Quand on réfléchit bien, car comme le disait le 11e Docteur, we are all stories in the end. C'est vrai. So make it a good one. L'histoire du mec qui n'arrivait pas à aller chercher du pain, attends. C'était passionnant. Et donc ça va me permettre de passer dans cette seconde partie du dossier à la question de la fiction et de la façon dont elle influence la réalité. Car comme le disait Alexis Michalak, s'intéresser aux histoires... Ça va? C'est Michalik, non? Michalik, oui. Parce que Michalak, c'est importe, c'est ça, c'est que j'ai un doute là sur... Peu importe. On a peu cassé ton effet. Donc Alexis Michalik... s'intéresser aux histoires, c'est avant tout se demander quelle est la frontière qui sépare la réalité de la fiction.
Ce à quoi je rajouterais que cette frontière est poreuse, que même s'il est évident que l'histoire avec un grand H a inspiré un tas de petites histoires, l'inverse est vrai. Si on prend la science-fiction en général, la science-fiction a forcément été précurseuse dans beaucoup de domaines, tels que les communications, les GSM, etc., qui étaient toujours en fait déterminés par les moyens qu'on disposait à l'époque. Quand on compare le voyage sur la Lune de Jules Verne et le voyage sur la Lune de Tintin, de Hergé, pardon, c'est deux époques différentes. Et celui de Tintin, qui a été fait dans les années 60, est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on aura dans la réalité lorsque l'homme ira vraiment sur la Lune. Après aussi, c'est parce que c'est beaucoup moins avant-gardiste et parce que du coup, il se base sur quelque chose de beaucoup plus... En fait, pour le coup, il invente rien, Hergé. Non, il parle de la gravité, il parle des casques, de l'oxygène, enfin, c'est vraiment les connaissances de son temps. C'est comme 2001, c'est de l'espace, qui est là encore plus comparable avec ça, quoi. Parce que même si elle essaye de parler du futur, la science-fiction est toujours écrite par des gens du présent. Oui. Quoi? Je suis perdu aussi. Ah oui. Tu peux répéter? Non, mais je suis d'accord. Ça tend une réaction particulière ou fallait qu'on applaudisse? Non. Non. Non, parce que pour toute évolution technologique, il a fallu qu'une personne l'imagine d'abord. Ouais, souvent c'était pour la guerre. Bah oui, et donc on peut conclure que l'imagination et le rêve sont à la base de toute conception et de toute évolution humaine. Ouais, et envie de taper son voisin. Donc même... Non, c'est vrai. Et même si elle permet l'évolution et l'innovation, les histoires, et particulièrement les héros qui les constituent, inspirent les peuples et peuvent devenir un danger pour les dirigeants. On a par exemple l'époque au Moyen-Âge du peuple anglais qui se rebellait contre la royauté anglaise et qui disait oui, il y a Arthur qui va revenir parce que Arthur c'est notre vrai roi, les rois qu'on a actuels ce sont des bouffons, le mythe dit qu'il va revenir. Et ben, ce qu'ont fait les rois d'Angleterre de l'époque, ben, ils ont déterré la tombe du roi Arthur. Mais ils ont tous appelé leur gosse Arthur. Non. Oui, en plus. Non. Ils ont déterré. Oui, les deux. Ils ont. Oui. Les deux, vous êtes tous les deux raison. Oui, vous pouvez pour continuer. Prouver que voilà, le roi Arthur reviendra pas, les gars, arrêtez de nous emmerder, ça tombait là. Et là, c'est le cas d'une révolution qui a échoué, mais il y a aussi une révolution qui a réussi et qui a été engendrée par une œuvre de fiction, c'est la révolution belge, puisque nous sommes en 1830, oui. Dans un théâtre. Ouais. La Belgique est alors occupée par les Hollandais, et Oui. un acteur déclame son texte. Le texte est le suivant. « Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté, à mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté. » Et à partir de là, il y a eu des émeutes, les gens dans la salle se sont levés, ils sont sortis dans la rue, ils ont commencé à détruire les administrations hollandaises, les unes après les autres. Bravo. Je tiens à dire qu'à cette époque, ma famille était belge, donc j'applaudis. Après, on va encore dire qu'on est des barbares et qu'on comprend pas tout ce qui est... Ouais, ça va, terrestre, mec, tout en ça. France, on a coupé la tête à des dizaines de mecs, t'inquiète, on est pire. Alors, c'est pas un concours de quéquettes sur qui est... Qui est le pire, que- Qui sait qui a tué sanglant. le plus de monde? Parce que clairement, les Américains... Non, pardon. Donc voilà, protégeons la fiction, puisque la fiction nous permettra d'évoluer et de changer le monde tel qu'on le souhaite vraiment. Save the fiction, save the world. Exactement. Ouais. Sauvez la fiction, détruisez les arbres. Mais je terminerai avec un dernier exemple, beaucoup plus trivial, mais vous savez à qui appartient les plans de la Police Box de Doctor Who? Les Donc, plans de la Police Box? Ouais, Les les droits plans- sur la Police Box. Ah, à les qui ils droits. appartiennent. Ah bah c'est la BBC. Ouais. Et c'est la BBC, c'est-à-dire Ouais. que la BBC, grâce à une œuvre de fiction, a récupéré les droits sur une machine réelle. Ouais, en fait, c'est-à-dire que, oui, en fait, pour l'histoire, c'est-à-dire qu'ils avaient pris cette machine réelle et que 30 ans plus tard, la police a décidé de faire un procès pour Droit d'auteur. appropriation culturelle. Sauf que ça servait plus à rien parce que 30 ans après, c'était, en fait, il y était plus. Et donc, du coup, cette machine appartenait vraiment au passé. Et donc, du coup, pour le coup, ils ont dit, du coup, les droits appartiennent à la BBC. On vous la laisse. Ok. Et voilà, je voulais terminer par Merci ça, beaucoup, et le 3. C'était C'est très beau. intéressant. Ouais. C'était J'ai fait ce que j'ai très pu. profond. c'était bien. J'ai bien aimé. Vous n'êtes pas obligé de mentir, hein, ça va, c'est pas moi le patron. Bon, d'accord, c'était bien. J'espère que la prochaine Ah, non, fois, tu feras moi du je mets pan. un pouce bleu. Où ça? Je dis pas où. Retweet. On reste- Hashtag l'O3, pas d'émission. Hashtag le 3 président, oui. Voilà, c'est ça.
Allez, les trivia, DJ, à toi. C'est à moi du coup. Donc c'est un épisode qui est à la fois riche et pauvre en trivia. C'est très paradoxal. Oh, voilà. C'est très D'accord. paradoxal. Ok. Est-ce que t'as le sida? Alors oui ou non? C'est l'épisode de Schrödinger. C'est ça. Vas-y. Alors déjà, moi je vais vous parler un peu de Land of Fiction. C'est vrai que c'est un fantasme dans beaucoup d'œuvres d'arriver à faire une sorte de crossover entre plein d'œuvres de fiction différentes pour les ramener au même endroit. Et Doctor Who, le docteur, cet épisode l'a très bien fait. On pense au crossover, maintenant on pense à Avengers. Avengers c'est le crossover ultime maintenant. On réunit plein de licences qui normalement devraient juste vivre dans son propre film et paf ensemble. Justice League aussi pareil. Et Alors qu'ils ont tout piqué à Mindrobber. c'est ça, ils ont Même tout pas piqué. en fait. Je pense que il faut prendre le truc à l'envers parce que c'est l'univers Marvel et donc ils sont tous censés être connectés. Sauf que quand ils faisaient des adaptations, comme c'était chacun qui avait leurs C'est droits de ça. leur côté, ils faisaient leurs univers d'un côté. Et du coup, c'était un rêve. Je me rappelle, il y a 10 ans, c'était un rêve déjà d'imaginer dans Spider-Man 3 qu'il va y avoir 2 méchants, même 3 méchants d'un coup. Et du coup, ouais, non, Avengers, je pense que c'est plus un rêve. Genre le MCU ou le DCU, Ouais. c'est vraiment de connecter enfin ce qui aurait toujours dû Et ce être qui va connecté. arriver encore plus avec les X-Men qui reviennent, les Fantastic Four qui reviennent. Oui. Là, on s'éloigne. hein. Deadpool qui revient. Ouais, On revient ouais, sur on revient sur Doctor Doctor Who, mais Hop, c'est vrai que... Allez, on revient. Non, mais Hop. il y a, Alors, il y a un attendez. truc que je comprends pas. Moi, il me semblait que quand il faisait paf, ça faisait des chocopics. Est-ce que je me trompe? Et ce qui est Alors- intéressant, moi quand j'ai revu l'épisode, parce je l'ai retravaillé il y a pas longtemps, quand j'ai revu l'épisode, en fait, ce qui m'a choqué, c'est la scène où Cyrano et D'Artagnan s'affrontent. Cette scène-là, elle a fait écho pour moi à une série que je regardais quand j'étais pour enfants, une série française, donc 3 personnes vont encore s'en souvenir, c'était Moliérissimo. Je vous conseille d'aller regarder sur YouTube le générique et la musique entraînante typique années 80, où vous voyez Je effectivement note. plein de personnages de la littérature française, à peu près Ça me dit quelque période chose. Louis XIV, Louis XV, cette période-là, réunis justement autour de Molière. Et donc justement dans le générique, on voit Cyrano et D'Artagnan s'affronter. Et pour moi, c'était quand j'étais petit, j'étais waouh, c'est pas possible, waouh, trop bien. Oui, je lisais ce genre de choses quand je faisais. Surtout que D'Artagnan, surtout que Cyrano est basé sur D'Artagnan. Ils sont tous les deux gascons, ils viennent tous. Voilà. Et C'est Superman contre Godzilla, quoi. C'est le c'est rêve ça du film, exactement. Et du coup, je trouve que l'utilisation de The Land of Fiction qui devient du coup quelque chose d'un peu onirique, c'est une sorte de voyage onirique où plein de mythes, plein de contes sont mélangés et sont rendus réels, même cristallisés, et que même le carcus, du coup, même des contes qu'on ne connaît pas sont intégrés. Ça, comme le disait tout à l'heure, ça étend l'univers Doctor Who, ça étend l'univers en oui, effectivement, il n'y a pas que l'espèce humaine, il n'y a pas aussi que notre temps et notre passé, il y a aussi le futur qui est présent dans ce monde. Je trouve que Land of Fiction est une des meilleures créations de l'univers Doctor Who. Oui, j'ose dire une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Oh là, Voilà, je lance le débat, je tiens pose. à dire. Mais je trouve, c'est dommage qu'on la voit très peu en fin de compte après, mais je pense que l'aigle en reparlera dans les paramédias. Mais c'est dommage qu'on la voit très peu après, qu'on n'ait pas eu plus d'élaboration, surtout dans les récents Doctor Who, où il y avait matière à faire, mais de malade. Et je trouve ça dommage Non, c'est que Land of Fiction, qui est juste pour moi, c'est Mindrobber, c'est un épisode que j'avais vu très en vitesse il y a plusieurs années, et quand je l'ai revu, j'ai vraiment pris du plaisir à la voir parce que justement, il y avait toute cette variété dans la Land of Fiction, tout ce qu'on pouvait faire avec. Le côté méta énorme. Après, c'est aussi en termes de scénario, c'est un gros piège parce qu'il y a tellement de possibilités que après, il y a que des plot holes en fait. Et tu peux, comment dire, si tu n'as qu'à imaginer quelque chose pour qu'il se passe, ton épisode en fait, tu peux pas le faire tenir sur quoi que ce soit puisque chaque personnage peut créer ce qu'il veut. Donc c'est un cauchemar. Non, mais Ça justement, ici, dépend. la limitation, c'est qu'il y a que le docteur, le maître, Exactement. et Jimmy, qui peuvent créer. Les autres C'est ça. sont des personnages Oui. de fiction apportés là. Oui, mais ça n'empêche Mais- que ça fait que c'est quand même beaucoup trop Mais de avec possibilités. avec Attends, l'avènement et- du méta actuellement, tu peux repousser le personnage, tu acceptes que c'est un personnage. Oui, mais il faudrait rajouter des contraintes. Oui. C'est ça, le truc. Ah oui, ça oui. C'est Et ça, puis, mais ça étendrait, en fait, ça développerait, et rajouter des contraintes, ça développerait le truc, ce serait très C'est intéressant. franchement, en fait. voilà, je trouve C'est ça. que dans les prochaines saisons, même avec ça très 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 bien, avec Jodie Whittaker et la critique sur le fait que ce soit une femme, par exemple, dans les milieux, dans les réseaux sociaux, ce genre de choses, on pourrait vraiment repartir dessus, ce serait vraiment très bien, je trouve.
Ah, j'avoue, ça Ah, pourrait c'est- être Il y a, marrant, il y a- ça. il y a de quoi faire encore. Et puis surtout, on doit penser à ce pauvre monde de l'imagination qui n'existe plus à cause du départ du docteur, qui est en train d'être détruit, et qui a tous les habitants qui essaient de le retrouver désespérément. Tu sais. Est-ce que vous Mais, avez vu le docteur? On l'a perdu, retrouvez-le. On a besoin de quel- quelqu'un pour notre monde. Quelque part, c'est pas un peu ça l'épisode qui se passe avec justement avec le 12e docteur dans l'espèce de monde imaginaire où elle il se passe au Canada là, ou c'est pas au Canada, mais en Norvège, dans l'espèce de cabane là, où je délire complètement. Attends, second Dommage, parce que docteur, cette phrase cabane commence à Non, Norvège. 12e docteur. 12e. Ah, 12e docteur, cabane Norvège. What Attends, cabane il y a- Norvège, moi ça me rappelle It Takes You Away, c'est saison Il y a- 11, ouais, c'est c'est 13e ça. docteur. Oui, Six You ah oui, Away. c'est ça, ouais, exactement. Ah, pas Il y a- 12e, d'accord, ok. oui. Il y a une sorte d'intelligence supérieure qui invente n'importe quoi et qui. Ouais, en fait, c'est une sorte de dimension parallèle Donc, il y a un peu de ça, régnée en par fait. une seule entité, ouais. Un petit peu, mais c'est quand même différent. Mais je suis d'accord que ça ressemble. Moi aussi, j'y ai pensé là quand. Moi, Putain, je t'en as l'ai parlé. plus en tête l'épisode, désolé. Ça reviendra. C'est c'est peut-être pas le une- meilleur épisode de la saison 11. Quelle saison C'est l'épisode avec la 11. grenouille. La dernière. Ah, avec Jodie Whittaker. Ah, je sais pas. Ouais. Oui, oui. Je pense qu'on vient d'avoir C'est la pas à meilleure jour Je plaquette suis sur la pas, série. je suis pas, je suis pas à jour. Ok. En fait, vous m'avez dit On va pas 12e t'en docteur, vouloir. c'est pour ça que je cherchais avec Capaldi. Oui, moi Non, aussi. c'est pas C'est pour ça il m'a dit cabane Norvège. Je me suis dit non, c'est It Takes You Away, 13e D'accord, docteur, ok. saison 11. du coup. Hashtag Dark Jacket d'émission. Bah écoute, je suis au milieu de ma chronique, Putain, je mais me c'est barre. dictateur. La Land of Fiction, a priori, est réapparue, si je me trompe pas, dans un épisode spécial avec le 11e Docteur, Amy Pond et Rory Williams, en 2012. Mais ils sont restés... C'était dans le Land... C'était juste le White Void, pardon. Et c'était juste pour aider, en fait, je crois que c'était un petit livre, j'ai pas recherché plus, hein, mais un petit livre où, en fait, les enfants pouvaient aider le Docteur, Amy et Rory à s'évader de Land of Fiction. En dessinant eux-mêmes par la suite ou en l'écrivant eux-mêmes. C'est assez cool. Donc, D'accord. Ouais, c'est mignon. Ouais, Ouais. c'est bien ça. Tu vois, ça c'est une bonne utilisation de la Land of Fiction. ouais. Tu dessines une bite et puis ça aide le docteur à sortir. Ok. Autre petite anecdote. Autre petite anecdote. Donc là, on suit directement, on est dans les phases en fait où les épisodes s'enchaînent. Donc là, il y a pas de, c'est très très difficile de caser une histoire entre The Dominators et le Mind Robbers, puisque on est littéralement, on enchaîne sur la fin de Dominators pour arriver directement dans Mind Robbers. Avec la matérialisation du TARDIS Matérialisation. dans le volcan et les conséquences qui en suivent. Pour les petites anecdotes encore plus sur l'histoire du tournage, de base, ça devait être un épisode en 4 parties, mais en fait, c'est passé à 5 parce qu'en fait, Dominators qui était à 5 qui était prévu pour 6 est tombé à 5. Donc du coup, ils ont Ce qui était une bonne chose. En fait, c'est une très bonne chose pour les Ouais, deux épisodes. ils ont franchement. rajouté du coup des Je suis trucs un d'accord. petit peu à l'arrache. Et je crois que Peter Link justement n'était pas très content avec ça. Non, mais c'est surtout qu'ils ont rien étiré, je trouve. Ils ont rajouté des péripéties, mais ils ont pas étiré. C'est ça, les Ouais. péripéties. en fait. Et Non, parce techniquement, que c'était le ça parfait change. épisode Ouais, pour ce qui rajouter était des bien. Moi, trucs. moi qui adore le jeu de rôle, j'ai trouvé que ça faisait très aventure de jeu de rôle et j'ai beaucoup aimé aussi. Oui. Oui, je suis d'accord. Donc pour revenir sur l'anecdote, oui, comme on en parlait, il y a le maître qui apparaît, hein. C'est pas rien. Voilà. Oui. Le maître, bon d'accord. Après il y aura d'autres maîtres, mais c'est vrai que moi qui regardais en diagonale, j'entends le maître, quoi. Ah non, le maître de la... Mince. Ok, non, fausse alerte. T'as une lettre au maître? Bien sûr. J'ai un petit badge, tu sais, maître, ok. You will obey me. Alors, petite anecdote qui vous ne verrez pas, personne ne verra, mais la traduction de Capinou a été juste exceptionnelle. Je valide. Italien, Oui, suédois. justement, Je c'est valide. vrai. Parce oui, que oui, il a oui. traduit d'une façon assez admirable, incroyable, tous les jeux de mots, toutes les blagues, mais j'ai regardé, j'aurais pas été capable. Donc, Sachant qu'il n'écoutera sans doute Oui, jamais voilà. cet épisode, mais on tient quand même à le. On lui dédie C'est-à-dire cet qu'il y a, épisode à toi, il y a eu Capi. plusieurs traductions de cet épisode, et en tout cas, c'est vrai que pour le coup, je trouve que celle de Capinou, donc c'est-à-dire celle de la Wibbly Wobbly Team, est quand même, pour le coup, franchement, elle Ouais. est excellente. Celle-là. Et ce Vous n'est pouvez pas faire un des placement dons. de produit non plus.
Non, non, c'est pas du mais, placement de produit. ouais. Juste pour le coup, franchement, franchement, il a géré. Voilà, c'est un épisode que moi j'ai corrigé, mais j'ai passé très peu de temps dessus parce qu'il était tellement bien traduit que concrètement, j'ai corrigé une ou deux virgules, un ou deux S qui manquaient, mais j'avais rien à toucher, c'était parfait. Donc je tenais à souligner parce que quand même, en fait, il y a des épisodes comme ça dans Doctor Who. Je pense notamment à celui chez les Cowboys dans le Far West. C'était quoi le nom? Je sais plus. C'était Cowboy dans le Far West, il y a A Town Called ouais, Mercy. c'est là-dessus. Non, c'est pas ça. Non. Non, celui d'un. Non, c'est le Oui. saloon. The Gunslingers. Ah, Point Gunslingers. Voilà. Oui, Où il y avait Gunslingers. pareil les The Gunsfighters, mais ça c'est le premier, Ouais, premier oui, Doctor, Oui, bien ça. sûr. Mais il y avait des chansons. déjà, quand et les on- chansons, quand il avait déjà putain de carburé là-dessus. Et là, encore une fois, il nous prouve. Mais c'est Nao qui avait fait les C'est Nao traductions des chansons en D'accord. particulier. Donc, la Ouais. team avait déjà. Ah d'accord, mais j'étais perdu, je pensais que vous parliez d'un épisode du 11e Mais Docteur, du A Town coup, Called c'est Mercy. une Non, partie ok. du travail que la plupart des spectateurs, même les membres de l'équipe qui travaillent pas sur les épisodes ne voient pas. Mais là, franchement, je voulais tirer mon chapeau à Capi pour pour son travail sur l'épisode qui a été de toute beauté. Et du coup, tu peux glisser aussi une autre anecdote que je pense que tu vas mentionner plus tard sur Gulliver. C'est peut-être le bon moment pour Gulliver, le mentionner. je pense laisser peut-être laisser Non, mais oui, c'est vrai, si je peux, oui, tout à fait, que j'avais pas noté, mais effectivement, Voilà. que en plus Capi est allé chercher et relire les voyages de Gulliver pour pouvoir traduire avec la traduction française officielle les dialogues qui sont tirés parce que Gulliver ne parle qu'en dialogue de son livre, enfin du livre écrit par Jonathan Swift. Dans cette- Localisé. J'ai fait la même chose aussi pour une chanson en saison Ouais. 8, je crois. J'avais fait aussi la même chose d'aller rechercher les dialogues officiels d'une chanson. Pour être assez déçu en voyant que finalement la chanson a été traduite de manière assez littérale. Vu qu'on est en placement de. Moi aussi en saison. Mais non, c'est Ouais, juste que ça me rappelait le truc. c'est tout. Non, mais c'est vrai, je tiens à préciser qu'il y a un passage d'ASEP des Merveilles en saison 7 qui est d'un poème d'ASEP des Merveilles qui a une traduction officielle et que c'est. Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant déjà de base dans l'épisode d'arriver à caser les dialogues, puisque les personnages parlent, vraiment interagissent bien avec Gulliver, et c'est seulement après coup que tu te rends compte qu'il ne répond qu'avec des dialogues de son livre. Et c'est impressionnant. Déjà, c'est un travail, c'est un tour de force d'écriture de la part des scénaristes de base, et un tour de force de Capi d'avoir réussi en plus à le rendre organique. Exactement. Donc je tiens à féliciter mon collègue et collaborateur de la Bibliothèque Team, qui C'est vrai. écoutera probablement jamais Alors, ce de mon podcast. côté, je pense que je féliciterai tous ceux qui vont un jour travailler sur The Mind Robber en tant que traducteur, donc c'est-à-dire pas Oui. forcément la WWW Team. Donc voilà, Ouais. bravo à vous tous, parce que c'est vrai que c'est un boulot pas facile. Et oui, pour Capi, bravo à lui, parce que c'est un beau boulot qu'il nous a rendu. Donc voilà, Ouais, on dirait que vous venez tous de recevoir un Oscar. donc. Non, mais non, arrête. ensuite, dans les petites anecdotes. Donc tout à l'heure, on a dit que le docteur souffrait de prosopagnosie, qu'il n'arrivait pas à reconnaître le visage de Jamie, et que c'est pour ça que Hamish Wilson avait remplacé Fraser Hines. La vraie raison est beaucoup plus triviale et beaucoup plus amusante. Fraser Hines a contracté la varicelle, ce qui le rendait incapable pendant une ou Une deux vieille semaines MST d'être qu'il a sur le chopé tournage. au Et Chili. du coup, ils ont trouvé cette petite astuce bien rigolote, puisque ça montre que quelque part, le docteur a... comme on disait tout à l'heure, en fait, le docteur a réellement des troubles à reconnaître ses compagnons. Bah non, quand même, c'est pas ça, parce qu'il lui dit quand même pourquoi est-ce que t'as pas la même tronche. Enfin, je veux dire, c'est quand même important Oui, dans mais l'histoire. c'est- Il reconnaît qu'il a pas la même vante, tronche. quoi. Mais après, ça montre aussi ce que moi je trouvais étonnant, c'est la réactivité de l'équipe de production. Parce que être capable de mettre ça, de trouver une idée et de tout mettre en place. C'est quand assez même, impressionnant, ouais, bon, c'est assez c'est vrai. impressionnant. quand même. Ouais. Et du coup, c'était une petite anecdote comme ça, parce que beaucoup de gens se sont demandé mais pourquoi ils l'ont remplacé. Voilà. Non, oui, Hamish Wilson D'ailleurs, Hamish Wilson fait un très bon Jamie, c'est assez drôle. Il y a vraiment des moments où tu oublies que c'est pas Fraser Hines, et donc il y a J'étais sûr qu'il Allez, allait allez, tiquer. tic. On en parlera plus tard. Non, mais très bien. Non, parce que là, tu as dit que cette partie allait être relativement courte, et je vois que déjà qu'on en est à 1h30. Donc, Non. je plaisante. Je vais continuer sur 2-3 trucs du coup. Vas-y. Alors, autre anecdote, le personnage de Zoé est assez récent, donc ça fait je crois 3 histoires, c'est la 3e histoire, si je me trompe pas. Ouais. Et je trouve que c'est le personnage se définit de plus en plus le féminisme qui prend part dans Doctor Who.
À savoir qu'on est passé de comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Victoria. Non, même avant Victoria, la petite fille de Suzanne, Polly. Suzanne qui était juste Suzanne. bonne à hurler et se faire kidnapper. Grandfather. À Zoé qui maîtrise le Carcus qui est un Superman en puissance avec la superbe combinaison de muscles, qui se montre capable de maîtriser des arts martiaux, qui rabaisse régulièrement Jamie sur ses vues complètement chauvinistes et misogynes, et ça va continuer. Et j'ai trouvé, alors je rappelle, on est en 67, 68, quelque chose. Alors, ça a été diffusé en 69, donc du coup, ça a été écrit en 68. Voilà. On est sur une évolution des mœurs qui est assez impressionnante. Rappelons que nous, pour avoir des personnages comme ça en France, hein, années 80, quelque chose comme ça, 80, 90. Après, il faut quand même contrebalancer. Elle est quand même dans une combinaison moulante. Jamie est en kilt. C'est pas tout à Non, mais voir. attends, Jamie ça, est en kilt. Non, ça c'est parce que dans les années 60, la femme de l'année 2000 telle qu'imaginée dans les années 60 était Et en pour combinaison moi, moulante. c'était un clin d'œil à chapeau melon et bottes de cuir et à Emma Peel. Et c'est exactement Ouais, ce que j'allais j'ai dire. vu, Ouais. moi, Quand il y a Ouais, pensé, j'ai vu la je pense référence. à ça. C'est pour ça que moi j'ai été très surpris et j'apprécie de plus en plus le personnage de Zoé, sachant que je suis un fan de Victoria, que j'ai eu beaucoup de mal avec son départ. Donc voilà, donc j'apprécie beaucoup plus Zoé, et c'est vrai que Jamie devient un gros con à partir de la saison 6. Jamie devient un gros con. Il faut le dire comme ça. J'adore Jamie, hein, mais voilà. Bon. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant et assez, même avec le regard du coup 2019, post-MeToo, post plein de choses, de se dire que Doctor Who reste quand même une série qui avait une longueur d'avance sur certaines choses. Après, ça pas. Ah oui, mais même déjà avec Barbara, pour Barbara moi. était très bien aussi. Déjà qui était la première. Ouais. Barbara était très bien aussi. C'est- Je continue ensuite. Ça, c'est pas intéressant. Oui, alors. En fait, ça veut juste dire c'est Paramelia, c'est pour l'aigle, je dis pas. Non, mais la partie. Ouais, Ouais, vas-y. donc, 2-3 petits trucs. On a le fameux retour de Craig Antwier, le cri de Jamie que Hamish Wilson hurle juste avant de se faire. Avant de se faire. Pour repartir sur le Fraser Hines qui incarne Jamie. Et on rappelle que c'est la dernière phrase que criera Jamie lors de son apparition. Je spoil parce que j'aime Jamie aussi quand même. Mais que c'est la dernière phrase que dira Jamie avant de l'arrivée, voilà, ce qui va non, lui surtout arriver. avant de ne plus être un régulier dans la série. Voilà. Oui, Oui, parce que spoiler, Jamie va partir. ouais, voilà. Là, on avait dit que le départ des compagnons n'était pas un spoiler. On sait qu'ils partent tous un jour. Donc, intéressamment, on retrouve le Minotaur qu'on reverra plusieurs fois tout au long de la série Doctor Who. Voilà, c'est intéressant. Oui. Notamment avec le 11e Docteur et The God Complex. Le Carcus aura le droit à plusieurs réapparitions aussi, surtout dans les paramédias. Notamment, on apprendra qu'il y a des figurines Action Carcus qui sont produites, étendant encore plus le fait que le Carcus, qu'il y a vraiment toute une part de la civilisation qu'on ne connaîtra jamais. Je pense m'arrêter là. Je pense qu'après on va dépasser sur les paramédias et que l'aigle va très bien pouvoir en parler. Et justement, je suis là pour ça, pour prendre le rôle. Dark Jacket tout de suite se régénère en un magnifique aigle majestueux. C'est un éléphant majestueux, un aigle majestueux. Rendez-moi mon vieux docteur. Maintenant tu voles. Du coup, forcément, les paramédias, j'ai eu envie de vous parler du retour et d'utilisation de The Land of Fiction dans les paramédias, et donc cet endroit, cet univers très intéressant, comment est-ce qu'il est traité, parce que comme Dark Jacket l'a dit, en fait, il n'y a plus vraiment de ça ailleurs dans la série, et on n'en entend plus parler. Et du coup, c'est très triste, mais les paramédias, qui sont les médias alternatifs, qui sont souvent faits par des fans, et on en entend encore parler, et on a encore quelques histoires qui explorent ça, qui l'approfondissent, ou qui essayent de relier des choses entre elles. Donc, par exemple, la première chose dont je vais vous parler, c'est une short story du deuxième docteur, Future Imperfect. Short story du deuxième docteur, publiée dans le Doctor Who Yearbook 1992, donc 1992, qui étaient, les Doctor Who Yearbooks, c'était des annuels
publié par différents éditeurs selon l'époque. Et celui-ci est le premier publié par Marvel. Donc, quand Opoman dit, quand on parle du MCU, s'il vous plaît on retourne à Doctor Who, j'ai envie de te dire tais-toi. Il contenait des nouvelles, des petites BD, enfin bref, c'est vraiment une petite source très intéressante. Pour Après, les c'est fans. Marvel UK, à mon avis. Donc, Marvel ça UK, fait- Spider-Man Marvel UK. ça fait- Non, mais c'est vrai, ça fait une petite différence. Marvel UK et Marvel US, c'était deux entités qui n'étaient pas forcément. Tout à fait, à un moment, ils étaient assez Ouais, séparés, mais et il y a c'est-à-dire plein que- d'histoires du coup qui sont pas canons dans Marvel UK qui ont dû être intégrées de force dans Marvel US. Et du coup, Refermons la c'est parenthèse. pour ça, dans Endgame, le docteur va arriver, il va jouer de la flûte et il va niquer tout. Enfin, bref. Ok. Donc, il comptait des nouvelles, des petites BD, enfin bref. Plein de trucs intéressants pour les fans, une petite source assez cool, en fait, en termes de médias alternatifs, et donc, du contenu potentiel. Et pour la première fois depuis 1982, donc c'est-à-dire 10 ans, c'est le premier annuel à se concentrer sur plus qu'une seule incarnation du Docteur à la fois. Pour rappel, les Doctor Who Yearbook ont commencé en 66, et se sont finis en 96. 30 ans de publication, quand même. Et Cela dans- dit, au tout début, déjà en 66, 67, c'était peut-être un peu compliqué de mettre plusieurs docteurs, même ne serait-ce que plus que deux. non, alors ce que j'avais dit avec le fait de se construire sur un seul docteur, c'est que depuis 82, c'était, Ah, 82, d'accord. voilà. ok. Donc depuis ça fait 82, donc ça D'accord. faisait 10 ans en fait qu'ils s'étaient pas concentrés sur plus d'un docteur à la fois. beaucoup. D'accord. Donc, et dans Future Imperfect, donc 1992, on retrouve certains personnages, notamment le deuxième docteur, mais aussi Jamie, Zoé et Gulliver. Vous voyez celui qui joue Gulliver dans l'épisode, et bien on le retrouve. L'acteur jouant Gulliver est en fait le même qui joue un Timeland quelques épisodes après dans The Mind Robber. Comme on l'a déjà dit, et en fait, le but était de faire les liens entre les deux en révélant qu'il s'agissait d'un seul et même personnage. Faire de la théorie de fan une réalité en somme. On parle bien de deux fois le même personnage, de Time Lord. On dit pas que Gulliver est un Time Lord. On dit, en fait, on dit juste que le Time Lord que l'on voit quelques épisodes Voilà, c'est après ça. The Mind Robber se faisait passer pour Gulliver dans Ah The bon Land of Fiction. Ah, j'avais C'est pas ça. compris ça comme ça, moi. Oh, d'accord, ok. Bah, était Gulliver, bah, en tout cas, c'était le même mec, quoi. En fait, c'est comme Ah, Doctor moi- Who, en fait, selon les gens et selon les auteurs, les gens sont pas d'accord. T'as plusieurs canons pour ça. D'accord, moi j'ai compris que c'était juste relier le Time Lord de la fin de saison 6 avec le Time Lord de la saison 10. Mais tu dis que le Gulliver aussi dans la Ah non, mais attends, mais le Time Lord de la saison 10 et de la saison 6 sont nécessairement les mêmes, en fait, puisque ce Non, sont non, ils juste ont pas des- le même nom. C'était les fans qui ont dit qu'ils étaient les mêmes et du coup ça a été revalidé par un roman. Mais, Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a bien deux Time Lords qui ont la gueule de Colin Baker, après tout. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination pour les visages, en fait, Time Lord, faut être d'accord. Ouais, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscients qui jouent là-dedans, oui. Ok, donc Gulliver serait un Time Lord. C'est bon à savoir. Donc voilà, en fait, selon la théorie, ce serait le Time Lord qui surveillait déjà le deuxième docteur, qui se serait fait passer pour Gulliver dans le D'accord. truc. Et en fait, dans Future Imperfect, c'est plus une théorie. D'accord. Et donc, c'est un seul et même personnage. Donc, dans Future Imperfect, ce personnage, ce Time Lord, qui n'était autre que Gulliver, demande de l'aide au docteur avec un trou noir. Le docteur accepte, et la chose suivante que le docteur voit, et dont il se souvient, c'est de voir le troisième docteur et Joe Grant en face de lui. Et oui, en fait, le but de cette histoire, c'est de faire le lien entre les aventures du second docteur avec The Three Doctors, l'épisode des 10 ans qui réunit les 3 premiers docteurs. En fait, le but, c'est de montrer le point de vue du second docteur, comment est-ce qu'il est arrivé dans l'épisode de Three Doctors, ce qui n'est pas beaucoup expliqué après tout. D'accord. Et oui, cela se passe donc après les événements de The War Games. Et oui, si vous me demandez pourquoi ou comment c'est possible, eh bien, je ne répondrai pas à cette question tout de suite. Je ne répondrai à cette question que lors du podcast sur The War Games. Petit teasing au KLM, ils sont construits Dans mes podcasts, 3 t'as vu? numéros ou 4 numéros. Plus ou moins au mois de novembre, quoi. Il Ouais. est tellement mystérieux. Sachant que le Wargame, c'était une de mes histoires préférées tout court. Donc, Ah bah, en même temps. Oh, le teasing, voilà, teasing, j'ai teasing. pleuré. Voilà. Après, ça met les places pour l'enregistrement, là. Du coup, donc ça c'était pour Future Imperfect, c'est-à-dire une petite short story pour résumer qui essaye de concilier le personnage de Gulliver avec le Time Lord dans The War Games et
d'expliquer en fait le point de vue du second docteur, comment est-ce qu'il en est arrivé à The Three Doctors et donc connecter The Three Doctors au second Je docteur. pense que tout le monde avait juste assumé que le deuxième docteur se baladait et tombait là-dessus. Je pense que le connaissant, Mais non, il fallait expliquer. le connaissant. Ah non, en plus ils avaient dit on vous envoie le second docteur. Ah oui d'accord, ok, mais il n'était pas en fuite. Donc pour retrouver la Land of Fiction dans les médias alternatifs, on a aussi 2 aventures du 7e docteur dans les Virgin New Adventures, Conundrum et Head Games. Donc rien de plus à dire si ce n'est que ce sont 2 romans publiés dans les Virgin New Adventures, donc continuant la vie du 7e docteur après la fin de la série télé. C'est la 22e histoire et la 43e histoire. On assiste à des retours de personnages comme par exemple Katharina. Voilà. Oh, Et mais qui est Katharina de Miss Maker. Qui est Katharina? Katharina, c'est le Miss Maker, c'est ça? Katharina, c'est La grecque. C'est la grecque dans The Mythmaker qui Et décède qui dans... se fait tuer dans un sac. C'est pas, elle se suicide C'est dans ça, un... qui se fait tuer dans The Daleks Master Plan. En fait, qui se sacrifie pour le docteur dans The Daleks Master Est-ce Plan. que quelqu'un la regrette? Je suis désolé. Mais... Je lève la main, mais tu ne le vois pas. Oh, Katharina Tabela. Je sais pas. Enfin, pour conclure, je me dois de vous parler de la trilogie audio de Big Finish du Main Range, du numéro 143 à 145, donc City of Spires, 143, The Wreck of the Titan, 144, et Legion of the Cybermen, 145, une trilogie audio avec le 6e docteur qui retrouve Jamie. Ça commence avec City of Spires, quand le docteur retrouve un Jamie beaucoup plus vieux en Écosse, et après, ça se barre très loin. Les 3 s'enchaînent vraiment. Je tiens à dire que je ne les ai pas encore écoutés, parce que j'écoute le main range Lag dans d'émission, l'ordre. ouais, Hashtag voilà. l'exécution. Écoutez, j'écoute le main range dans l'ordre, Oui. et donc du coup, j'y viens. Mais je suis tellement hypé, parce que cet D'accord. épisode, cette trilogie est adulée. Tu n'en entends que du bien. Et en vrai, le principe m'intéresse énormément. On m'a énormément conseillé de l'écouter. Et je suis désolé parce que je vais devoir vous spoiler un petit peu. Non. Ah, tu Mais vas nous c'est- spoiler? Bon, vas-y. Un petit peu. Cette trilogie explore énormément la Land of Fiction. C'est tout ce que je vais vous spoiler. La trilogie explore énormément la Land of Fiction. Je vais pas en dire trop sur certains points. Ah, ça va, le spoil, si c'est juste ça, c'est léger quand même. Je vais pas en dire trop sur certains points, mais ce que je peux dire déjà, c'est que ça étend énormément donc ce concept, celui de la Land of Fiction. Par exemple, il y a différents royaumes. Saviez-vous? Ah, ah. Il y a un Non mais royaume pour faites-le les... taire. Eh, mais tu vas te taire. Il y a un royaume pour les comics, par exemple. L'invasion des Cybermen donne vie à plein de trucs chelous, comme Cyber Moby Dick, comme sorte de sous-marin, des Cyber Sirènes. Il y a un moment délicieusement méta où il y a une scène qui fait très fiction, avec des musiques stéréotypées, de la narration, qui perd des couches, et la voix de Cyberman devient la vraie voix de Nicholas Briggs dans le studio. Ok. Top. Après, c'est très dense, il y a plein de choses à dire, c'est vraiment, j'explore pas beaucoup, et c'est vraiment très très hâte, juste, j'essaie de me dépêcher de finir, enfin, d'avancer dans le main range pour en arriver là, mais en même Mais temps, qui a j'essaie de... écrit ça? Qui a écrit ça? Nicholas Briggs. D'accord. Et encore, là il te le spoilie, mais il l'a même pas écouté. Hein. Imagine s'il l'avait écouté. Non, parce que en même temps, quand tu l'écoutes après, tu te dis... Non, même après l'avoir écouté, je pense pas que j'en aurais dit plus que ça, tu vois, c'est peut-être un petit peu... Et toi, tu l'as écouté le 3? Non, moi je suis au 137 dans les... Je m'en Hashtag approche. le 3 Ouais, d'émission. on va aussi Il passer. fait même pas partie de la team. Bah, on fait attends, comment si, il me semble que c'est le 133 en fait, City of Spires. Pardon, je suis au 122. Je suis à la première trilogie qui En est fait, c'est le 121. de Key Ah to non, je suis au Time. 117. De Key Ah to oui, Time. le truc de Key to Time, oui, je m'en rappelle, qui explore un petit peu plus ce moment. Mais c'est aussi une très bonne trilogie. Ouais, d'accord, ok. Oui, donc du coup, évidemment, c'était une blague, hein, ça n'a pas été écrit par Nick Briggs, ça a été Ah, écrit je sais par... pas, mais il a écrit les trucs, Nicholas Briggs, non? Il a écrit des Oui. trucs, Nicholas Briggs, notamment les 8 Doctor Adventures, enfin, une Ah, partie des 8 Et C'est The Doctor vrai, Light c'est at pas the délirant, End, quand même. c'est lui qui l'a écrit. Voilà. Donc, qui l'a écrit, donc? Voilà, donc celui qui a écrit The City of Spires, c'est Simon Bovey, voilà. Ah, le Directed fils by... de David. Non, Bovey, pas Bowie. Ah, d'accord. Et ensuite? À vous, tu es déçu. Ouais, je suis un peu déçu. Et par contre, du coup, oui, c'est bien Nicholas Briggs qui l'a, comment dirais-je,
qu'il a Produit. réalisé, dirigé, D'accord. voilà, produit effectivement. Mais la Effectivement. trilogie est écrite par ce... Non, premier épisode a été écrit par Simon Bovey. Le deuxième épisode a été écrit par Barnaby Edwards. Et The Legend of the Cybermen, je vais te le dire dans un instant. Veuillez patienter. Et The Legend of the Cybermen a été écrit par Ah, Mike Maddox. Ça, c'est un super nom, je trouve. ça me dit quelque chose, ça, non? Moi aussi. Et donc, les 3 épisodes ont été Maddox. dirigés par Nicholas Briggs. Voilà. Ok. Ce sera tout pour les paramédias? Il y a toujours Alors- plus de paramédias si tu veux. Toujours Ouais, plus je de sais. paramédias. Juste, cette trilogie, vraiment, Oui. j'ai très très envie. Ça m'a l'air très très dense. J'ai vraiment essayé de vous en dire un tout petit peu de ce que je savais, pas de vous en dire trop. Et en plus, voilà, non, je vais pas en dire plus. Voilà, juste, Non, n'en dis pas plus. allez, découvrez par Euh, vous-même. Et je vais donc laisser la parole à Nopoman, qui va donc nous faire enchaîner sur la prochaine chronique, qui Sur doit être le la débat. prochaine. Exactement, le débat. Et le débat, c'est donc sur cette histoire. Et nous allons commencer par l'avis de l'O3 qui va nous donner en quelques mots les points forts et les points faibles selon lui de cet épisode, ainsi qu'une note sur 10. Alors, les points faibles, j'en ai aucun. J'ai adoré cette histoire, du début à la fin. Chaque seconde a été un plaisir. Je le vois pour la deuxième fois, je l'ai vu il y a 3 ans, et déjà, il y a 3 ans, ça m'avait marqué. Et le revoir, c'est encore mieux. Non, j'ai absolument rien de négatif à dire dans cette histoire. Ce que je trouve de bien, c'est tout l'univers de la fiction, comment elle est traitée, ce que ça peut représenter pour nous, ce que les personnages de fiction deviennent tellement réels qu'ils font partie de nous-mêmes, qu'il est impossible de les effacer. Tout ça, j'ai adoré. Je n'ai Ok. strictement aucun défaut à cet épisode. Bon. Et donc, les points une note positifs 10. Hein. 5. 10. Ok. 2,5 parce que finalement, c'est pas top. 10 que sur finalement, 10, donc, ok. 10. Ah ouais, il y a rien à enlever, quoi. DJ. Écoute, moi, c'est pareil, j'avais gardé un vague souvenir de l'histoire. En la revoyant, j'ai trouvé l'histoire absolument épatante, captivante. J'ai pas réellement de défaut à lui signifier. Peut-être juste qu'effectivement, elle a pas eu un impact assez grand dans l'histoire de Doctor Who. Le docteur est à son top. Zoé commence vraiment à flesh out et se départir du rôle de sidekick. Je trouve, c'est peut-être pas volontaire, hein, mais que le départ de Victoria, on sent un traumatisme sur Jamie, et que du coup le personnage de Jamie devient intéressant parce que tu vois qu'il se referme sur lui-même beaucoup, alors qu'il était beaucoup plus ouvert avant, et qu'il avait beaucoup moins de sensibilité, donc c'est assez intéressant de voir ça aussi. Il y a Et puis il y a cette Ouais, il en a bromance avec perdu le la tête. docteur. hein, je suis d'accord C'est avec c'est l'apogée de la bromance en avec plus, le docteur. oui, quand même. oui. Oui, Après, c'est- depuis leurs mains enlacées l'une dans l'autre dans Tomb of Cyberman, moi je ne jure que par Jamie et le second docteur. Et cette photo torse nu tous les deux, bref. Legit, vous pouvez chercher, Calmons-nous, c'est legit. calmons-nous. Ouais. Et ça. Tu fais des recherches bizarres sur Google, hein. elle a tourné la photo déjà plusieurs fois. Ouais, non, moi j'ai pas, je trouve Une note 9,78 sur 10. Ok. Putain, tu sais pourquoi lui donner la même note que moi, mais t'as honte de lui donner la même note que moi ou quoi? 9,78. Non, c'est 9 parce que Pas 10, hein. j'ai du meilleur à 9. côté. J'ai des épisodes qui sont vraiment parfaits à côté. Je lui mets un 9. Et c'est très très bon pour moi, Ok. un 9. Un 9. Ok, très bien. Link, Oui, c'est moi. toi qui n'as pas beaucoup parlé pour cet épisode, Effectivement. c'est ton moment de briller. Ah, On t'écoute. écoutez-moi donc. Superbe histoire, franchement. Superbe histoire, vraiment très très bonne. Moi j'ai adoré de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 5. Parce que vraiment tout était parfait. Tout était vraiment très bien imbriqué, les uns dans les autres, les histoires, les symboles à avoir, par exemple avec les livres, avec la forêt. Vraiment tout était très très bien. Donc moi je trouve parfait. Ok. Ok. Voilà. Seul point petit négatif, point là. négatif évidemment, pour moi c'est le méchant de l'histoire, le maître. On parle bien Quoi? Le maître est un mauvais méchant. Ouais, on parle bien de Non, mais c'est un celui-ci. écrivain, quoi. C'est un écrivain, il est vieux, il devient sénile, tout ce que tu veux, mais enfin, voilà Il est quoi. au bout du rouleau, il a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Mais oui. Mais moi je trouve que voilà, il était pas très très charismatique, c'était vraiment vieux, qu'on voyait seulement avec son casque pour avoir le Il est dans contrôle il est dans la lignée des et méchants c'est de tout quoi. des méchants de l'époque en fait. C'est-à-dire qu'il est pas mémorable par rapport Ouais, à un ça seul doit être méchant. ça, Je suis alors. d'accord avec toi.
Mais pour moi, il est même pas méchant. C'est juste un homme qui avait besoin de remplacement. Il est pas. Il est pas Et qu'est-ce qu'il allait faire une fois qu'il allait sortir? Ça fait 70 ans qu'il est dans mais ce trou. mourir. Bah, Mourir. super. Oui, et libéré de cette condition, peut-être. Ouais, mais il allait pas faire grand chose d'autre, quoi. Bah oui, mais c'est-à-dire Oui. que ici il meurt, il tue le monde de la fiction. En fait, le Et méchant, ça, c'est il le veut pas le docteur. faire, quoi. Parce que le méchant, En fait, c'est c'est la l'histoire machine, d'un homme c'est qui pas veut lui. sauver son monde. Link, tu n'as pas compris, c'est le désarroi d'un homme aux abois qui voit son monde être détruit sous ses yeux et qui en appelle au docteur pour lui prendre la relève. On va dire ça comme ça, alors, ouais. Alors, ta note, tu Mais ma note sera alors de 8 sur 10. Très bien. L'aigle, c'est ton tour. Eh bien, écoute, je trouve que cette histoire est vraiment superbe. J'aime beaucoup déjà rien que la réalisation. Je trouve que le scénario est excellent pour ce qu'on peut voir de manière générale à l'époque à la télévision, sachant qu'on donne pas beaucoup de moyens à la télévision à l'époque. Et je trouve que vraiment c'est le genre de truc qui prouve que la télé faisait du bien en fait, faisait des choses bien, choses qu'on n'admet pas forcément. On se dit ouais, la série B, les trucs des années 60, 50, c'était un peu de la merde. Mais il y avait des trucs mais d'une imagination, mais c'était fou quoi. Et juste je la trouve très bien écrite. Je trouve que le fait que ce soit plein de petites péripéties, bah à la limite c'est ultra logique dans son concept, dans son idée. C'est très bien recherché, il y a plein de références à la mythologie, à des contes, à la fantaisie, en fait à la littérature de manière générale. Hein, par exemple, que ce soit la légende arthurienne avec Lancelot, ou que ce soit la littérature un peu plus classique comme D'Artagnan. Et non, je trouve ça très bien écrit, je trouve qu'il y a des moments très drôles aussi, je trouve qu'il y a des très bonnes idées, genre il suffit de dire que quelque chose n'existe pas pour que ça disparaisse. Mais c'est bizarre après parce que c'est Land of Fiction, justement, c'est parce que ça n'existe pas que ça devrait être là, enfin bref. Mais justement, c'est bien parce que ça donne aussi des bons ressorts, comme j'en avais dit, par exemple. Non mais tu sais, t'es au courant que cette arme, ça n'existe pas. Ah bah merde, du coup je l'ai plus. On fait comment? Bon bah c'est pas grave, je vais avec mes petits points, au moins ça existe. Et non, c'est très très bien. Il y a pas de moment où ça apaise dans la tension. Il y a vraiment un mystère. Les personnages qui sont ancrés un peu dans leur monde, genre par exemple Gulliver qui ne voit pas les robots, ce genre de choses. Enfin vraiment, je trouve que cette histoire est très bien. Un point négatif. Ok, d'accord. Ouais, non, Mais c'est pas grave, tu peux me donner. Peut-être ça patauge un tout petit peu au tout début, mais vraiment au tout début, avec le vol. Qu'est-ce que Mais t'as pour contre l'instant, les c'est- murs Voilà, non, blancs mais exactement? Au début, ça fait un petit peu, je sors, je rentre, et le docteur qui fait c'est bon, je reste. Ça, c'était des passages un peu moins bien. Il fallait du budget pour le cheval, Voilà. et donc... Mais c'est vrai que c'est Viré pareil, pour- la réalisation est top en fait, de bout en bout, donc. Ouais, c'est ça. Ça enfin, devient bref. limite frustrant parce que t'as pas grand chose Mais- de négatif sur lui. Non, c'est ça devient frustrant parce que j'arrive pas à trouver des choses négatives. C'est pas grave. Tu mets quelle note, du coup? Du coup, je vais mettre un 9 sur 10. Ok. Mais c'est quoi dans le truc négatif pour les tirer un point? Parce que la perfection n'existe pas, tout simplement. Je crois que j'ai des 10 sur 10 hein, déjà dans Doctor Who. On verra plus tard, alors, du coup. Alors, en ce qui me concerne... moi j'ai évidemment bien aimé le côté méta de l'épisode que moi je relis à Gaiman parce que le travail qu'il a pu faire en particulier sur The Wife of the Wife of Tout the à fait. Doctor, c'est ça, Doctor's Doctor's Wife. Wife. C'était- Doctor's Wife. sauf que Gaiman utilisait un peu pour lui c'était un peu selon moi une facilité scénaristique de dire ah bah on est en dehors de l'univers comme ça je fais un peu ce que je veux, alors que là je trouve que c'est un peu plus dire la localisation un peu plus ancrée dans le scénario lui-même. Bon. Mais ça fait très Gaiman dans ce côté un peu réflectif sur le médium, etc. Très intéressant. L'histoire est complètement prévisible, ça j'ai adoré, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce qui peut se passer, on n'est pas du tout sur des rails, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, les quelques points négatifs, c'est que moi j'ai pas vraiment apprécié Amish Wilson. Donc Mais il pourquoi, hein je sais pas, il y a un truc. Déjà, quand t'es attaché à un personnage et qu'on te le change, dis le mec qui regarde une série. Mais non, mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Je sais pas, je trouvais un peu plus arrogant. J'ai pas trop aimé son accent. Je sais pas, il y a un truc qui me paraît. Mais moi Parce que aussi, moi ça m'a j'étais pas là, je plu. me dis mais pourquoi ils ont mis une perruque à Frank Hanks? Ah non. Non, je suis d'accord avec toi pour le coup, j'aimais pas trop. Ça avait l'air d'être un sous-Jamie. En fait, c'est un peu comme Spirou par rapport à Tintin. C'est un sous-Tintin, tu vois. Genre, c'est bizarre. Au lieu de Voilà, jouer, en attention à fait, ce que au tu lieu de- dis. toi. de jouer un docteur qui était différent, tu vois, là, c'est un mec qui essayait de jouer Jamie
Et du coup, ça fonctionnait pas. Pour moi, ça fonctionnait moins bien. Bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Le méchant, j'ai trouvé que finalement, on te fait monter la pression et au final, quand tu le découvres, c'est un peu un pauvre type au final. C'est un peu dommage. C'est pas à la hauteur. C'est un classique de Doctor Who en fait. Même encore maintenant. Je veux dire que les vieux, c'est classique dans Doctor Who. Tout à fait. Ça fait monter la sauce et ça fonctionne pas trop. Et du coup, ça c'est relié au final que pour moi est final un peu décevant, puisque il y a vraiment énormément de choses qui sont pas expliquées. Ce qui est d'un côté un avantage, parce que ça pourrait gâcher le truc, mais d'un autre côté, en fait, on comprend pas très bien qui est quoi. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence supérieure qui domine un mec, qui est en dehors de... Finalement, c'est beaucoup de concepts abstraits. Et ça, même c'est pas hyper important, parce que l'histoire en elle-même se tient par rapport à... comment dire, au fait qu'il soit assez extraordinaire. C'est un peu dommage de ce côté-là. Je lui donne donc une note de 9 sur 10, ce qui fait une moyenne de 9 sur 10. Ah bon? Parce qu'on a un 10 et un 8, donc ça fait une moyenne de 9 sur 10. Et niveau statistique, c'est pas un des épisodes les mieux notés pour l'instant? Il me semble que si. En tout cas, c'est celui où on a trouvé aucun défaut. C'est celui où on est presque quasiment unanime. Hein, n'est-ce pas nos commandes qui n'aiment pas de Web of Fear? Mais je rappelle que vous me vénérez et que je suis votre chef. Donc vénérable. Ouais. La vénération n'empêche pas la clairvoyance. Bon, allez. On va s'arrêter là pour cette semaine. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, Facebook et le forum. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez des pouces verts, des étoiles sur iTunes et des commentaires et vous donnerez un peu plus de pouvoir à l'imagination. On se retrouve pour le prochain épisode du Weeblycast dans quelques semaines et en attendant, n'oubliez pas... Well. How do you do? Why did the chicken cross the road?